vraiment qui vous croyez être? Et si je vous disais que malgré tout le travail que vous avez pu faire sur vous-même, vous êtes toujours dans un rôle? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller au cœur de votre identité et de vous découvrir comme jamais vous ne l'avez fait. Pour cela, j'ai invité l'experte sur le sujet de l'identité, Prabha Calderón. Originaire du Mexique, Prabha a aujourd'hui 73 ans et elle a consacré plus de 42 ans dans la recherche scientifique, psychologique et spirituelle pour comprendre les mécanismes de notre personnalité et comment la perception de notre identité influence nos relations. Pour cela, elle est allée à la rencontre de chamans, penseurs, philosophes, psychologues et médecins du Mexique jusqu'aux Indes en passant par les États-Unis et l'Europe. Les outils efficaces et éprouvés de l'auto-questionnement non duel qu'elle enseigne, basés sur les neurosciences et une psychologie quantique et évolutive, vont nous permettre dans ce podcast de comprendre un peu plus notre véritable identité. J'accueille donc Prabha Calderón. Bonjour Prabha. Oh, bonjour Alexia. Alexia, c'est merveilleux d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé, même plus que partagé. Je suis très honorée d'avoir une grande dame, une grande dame aujourd'hui avec nous et on va parler aujourd'hui de l'identité, de qui nous sommes et de cette blessure narcissique que nous avons un peu tous et que nous l'ignorons pour la plupart d'entre nous. C'est une faille. Une faille narcissique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Prabha, on a tous l'impression d'être sûr de qui on est, de se connaître. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui écoutent le podcast, ont souvent fait des psychanalyses, des recherches sur eux, ou en tout cas s'informent beaucoup et pensent et sont quasiment sûrs de savoir qui ils sont. Pourtant, vous dites qu'il y a un état hypnotique identitaire en ce moment pour 99% de la population. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Qu'est-ce que c'est en fait tout ça? En fait, les gens ne sont pas sûrs de qui ils sont. Personne n'est sûr de qui on est. Personne. En fait, il y a une question sous-jacente qu'on se pose toujours devant l'autre. Mais on ne perçoit pas cette question parce que c'est complètement inconsciente. Qui suis-je devant toi là maintenant? C'est ça la question qu'on se pose. Qui suis-je devant ce groupe de personnes? Qui suis-je? Quelle est l'image que je vais donner de moi quand je suis avec toi? Quelle est l'image que je vais donner quand je suis avec les autres? Alors la question se pose, qui est préoccupé à propos de ça? Qui va apparaître comme étant quelqu'un devant les autres? Parce que chez soi, peut-être, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Peut-être on ne se pose pas de questions là, mais quand même, il y a des doutes. Il y a des petits doutes qui apparaissent derrière. Dans certains moments, quand on examine ce qui s'est passé hier, avant-hier ou les dernières années de notre vie, peut-être il y a des doutes. Il y a toujours comme une insécurité qu'on appelle insécurité ontologique. Ce mot vient du grec ontos, qui veut dire être. Il y a toujours un degré d'insécurité ontologique, de ne pas savoir clairement qui je suis. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de présenter un personnage à l'extérieur, et c'est un personnage habituel. C'est le personnage qu'on présente. Et ce personnage est très hypnotique. C'est comme une compensation pour cette doute sous-jacente, pour cette insécurité sous-jacente. On a besoin de se positionner devant les autres avec beaucoup de certitude en tant qu'un personnage habituel. Et personne se met à réfléchir à propos de quel est le sort des personnages habituels avec lesquels je me présente. C'est ma personnalité. Il y a une structure mentale avec laquelle je me présente en général aux autres. Et il y a très peu de personnes, je crois, qui se posent cette question. Qui suis-je vraiment? Mais par contre, qui suis-je devant les autres? Ça, on se pose cette question tout le temps. Qui suis-je réellement? C'est une question qu'on se pose très peu.
Donc en fait, on est tous en train de vivre un personnage par rapport à l'image qu'on veut donner, mais qu'on croit être au final, parce que finalement, on croit être c'est comme un autodouperie, quoi. On se dupe soi-même. Oui. Et quand on vit à deux ou à trois ou à quatre dans un groupe, on fait un autodouperie mutuel, multiple, quoi. On s'autodoupe. Oui, l'autodupage, oui, d'accord, dans le sens où on se ment un petit peu à soi-même. Donc, en fait, on a ce personnage. Donc, par exemple, Alexia, moi, j'ai ce personnage que je suis aujourd'hui devant toi, que Exactement. je suis en train de créer là avec les auditeurs qui m'écoutent, que je suis devant un client, devant peut-être les plateaux télé ou devant un homme ou une femme. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Et donc, ce personnage, il se crée. Et qu'est-ce que je cherche à travers ce personnage ? En fait, je cherche à savoir qui je suis, c'est ça ? En fait, c'est une réaction plutôt. C'est une réaction à une incertitude qui s'est formée quand on est tout petit. D'accord. Parce qu'en fait, si tu vois les enfants sont complètement spontanés. Il n'y a pas de stratégie, tu vois. Oui. Ils ne sont pas en train de te montrer une stratégie pour être quelqu'un devant toi. Ils sont naturels, ils sont spontanés, surtout les tout petits. Oui. Mais l'enfant se rend compte petit à petit, mais de façon très inconsciente, qu'il est spontané et bien avec lui-même. Et puis il y a un conflit de loyauté à soi-même. Un conflit de loyauté parce qu'il se rend compte que les parents demandent autre chose de lui qu'il n'est pas. Et pour être aimé, il veut correspondre, pour se sentir en sécurité, il veut correspondre à cette image, à cet autre moi, que les parents demandent implicitement. Ce n'est pas jamais explicite. Les parents ne demandent pas quelque chose de particulier à l'enfant de façon explicite. C'est de façon implicite. Par exemple, si maman est très dépressive, supposons, une mère dépressive, il ressent un vide psychoaffectif terrible. Qu'est-ce qu'il est en train de demander à son enfant de façon implicite ? De combler ? Comble-moi. Fais de sorte que je me sens bien. Soit la personne qui va combler mon vide psychoaffectif. Alors, je suis en train de donner un exemple peut-être extrême, mais ce n'est pas, c'est très commun qu'une mère instrumentalise son enfant pour combler son vide psychoaffectif. Presque elle ne peut pas l'éviter parce qu'à ce moment-là, elle est en état régressif. Elle-même, elle est comme une petite fille, un besoin de sécurité, un besoin d'être comblée, un besoin d'être aimée, besoin d'affection. Et alors, l'enfant, tout d'un coup, reçoit cette demande implicite. Ne sois pas ce que tu es, sois ce que je veux que tu sois pour moi. Donc c'est ce qui crée aussi des mamans très possessives ou fusionnelles, parce que ça peut être dans le positif aussi. On peut avoir des mamans qui sont très positives, très joyeuses, qui n'ont pas de souffrance particulière, mais qui sont très très fusionnelles avec leurs enfants. Et il peut y avoir aussi... Oui, mais une maman fusionnelle avec son enfant... ce que tu es en train de dire là, c'est super important, tu vois, parce que qu'est-ce que c'est une mère adulte? Une mère adulte, c'est celle qui peut discerner entre ce qu'elle est vraiment et faire de sorte que l'enfant soit lui-même. Si une mère devient très fusionnelle, alors il ne laisse pas l'enfant se séparer d'elle à niveau psychologique. À niveau corporel, évidemment, l'enfant bien court, va et fait connaissance du monde, puis il retourne. Et elle est là pour lui. Si elle est là pour lui, cet enfant se sent en sécurité. Mais le plus important, c'est à niveau psychologique. Est-ce que la maman permet à l'enfant
de développer sa propre autonomie à son propre rythme. Parce qu'il y a plusieurs étapes de développement, tu vois. Donc, il y a la première étape où il y a c'est l'étape de nourrisson, où il y a un besoin de totale confiance, de totale sécurité. L'enfant a besoin d'être rassuré. Il dépend absolument de la maman. Mais à partir de 8 mois, quand il commence à pouvoir se séparer un peu de il a besoin aussi de se sentir en confiance, d'être lui-même, quoi. Ouais. Et si une maman propose une relation fusionnelle, il ne lui donne pas la possibilité de se séparer à un niveau psychoaffectif. L'étape d'individuation, séparation, ne peut pas se compléter. Et alors justement, ça crée des conséquences, ce genre de comportement. Et vous parlez du faux self, du faux moi. Est-ce que justement, ce qui se passe pendant l'enfance pour la plupart d'entre nous, ça va créer justement cette dissociation entre le vrai moi et le faux moi? Et qu'est-ce que le faux moi au final? Oui, en fait, l'enfant se sépare finalement dans des circonstances où il y a une situation fusionnelle, par exemple, une mère qui fait de son enfant la prunelle de ses yeux, la lumière au bout du tunnel, la personne qui va les soigner, les guérir de quelque chose. Oui. Ou bien qu'un parent, s'il y a par exemple un parent narcissique, mère ou père narcissique, il va faire de son enfant une extension identitaire. Et ça veut dire qu'il va faire l'extension de son propre faux moi. Alors, qu'est-ce que c'est le faux moi? Il vient précisément à partir du moment où il y a ce conflit de loyauté entre être soi et être ce que le parent veut qu'on soit. Et parfois, ce conflit est tellement profond que l'enfant doit quitter ce qu'il est pour devenir quelque chose qu'il n'est pas. Par exemple, devenir l'extension identitaire d'un père narcissique, c'est terrible. On ne sait pas qui on est. On se perd, on est le moi de l'autre. On n'est pas soi. On ne peut pas se séparer de ses parents. On ne peut pas acquérir son autonomie psychoaffective. C'est terrible. Si on ne peut pas acquérir son autonomie psychoaffective, ce qui va provoquer ça, quelles sont les conséquences? C'est qu'après, quand je serai adulte, c'est l'histoire de l'enfant, quand il va être adulte, alors il va chercher à être l'extension identitaire de tout le monde qu'il va trouver dans sa vie. Simplement, ça va se présenter de façon spontanée. Il va se sentir attiré comme un magnet à des personnes qui vont demander ça de lui. Enfant, ça veut dire une fille ou un garçon. C'est difficile à expliquer. C'est le faux moi. C'est l'idée qu'on se fait de soi lorsqu'on a été instrumentalisé, lorsqu'on a été utilisé pour correspondre à un rôle, à une image que nous ne sommes pas. C'est très difficile après de ne pas se poser la question « Qui suis-je devant l'autre ?» Parce qu'en fait, cette question se pose tout le temps. Qui suis-je devant l'autre? Ça crée une insécurité ontologique. Le faux self vit dans un constant doute d'être. Est-ce que ce que vous décrivez, ça concerne combien de personnes dans la population? Est-ce que là, on parle d'une minorité ou est-ce qu'on parle d'une majorité? On parle d'une majorité. On parle d'une majorité. Actuellement, tu vois la technologie, comment elle avance à des proportions impressionnantes, comme jamais. Quoi. Ce qu'on est en train de voir à niveau de technologie, c'est extraordinaire. Et cependant, ce qu'on voit à niveau de la psychologie, c'est qu'on régresse en âge. C'est la population est plus en plus infantile.
On avance en technologie, on avance en tant que race humaine à propos de tout ce qu'on a créé et on rétrocède au niveau de notre capacité d'être adulte. On est de plus en plus infantile. Et ça, c'est lié à la technologie. Par exemple, les médias sociaux, tout ça est en train de produire des gosses, des adolescentes qui sont attachés à l'écran à tel degré qu'ils sont complètement dissociés de la réalité. S'ils voient, par exemple, une guerre, comme se passe tout le temps actuellement, tu nous parlais d'une guerre. Jérusalem en ce moment, oui. Exactement. Et si on voit que les gens meurent de faim, pour cette gosse adolescente, il ne voit pas la réalité de cette situation. Il le voit comme si les autres sont des symboles, comme si les autres sont des dessins animés, comme si les autres c'est un film. Il n'y a pas de réalité. Les gens n'ont pas la capacité de distinguer entre ce qui est réel, ce qui est réellement en train de se passer dans ce monde, et ce qui est une illusion. Et c'est tout aussi valable quand on rencontre des gens sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, par exemple. On va être attiré par le faux self, finalement, de la personne. Exactement. Par l'image que cette personne croit être. Oui, le site de rencontres, combien de fois, par un site de rencontres, tu te rencontres des gens qui correspondent précisément à ta psychologie, à toutes les structures qui s'est formées quand tu étais enfant. Et on ne se rendait pas compte au départ de ça. Oui. On tombe comme mouche dans la miel, quoi. C'est vraiment... Oui. Et quand je parle de sites de rencontres, c'est aussi les réseaux sociaux de façon générale. Hein. À partir du moment où on est là en train de montrer une image de nous, on montre une partie de nous, surtout de la personne qu'on croit être. Exactement. Et celle qu'on veut aussi, pour laquelle on veut se faire aimer, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. On veut se faire aimer pour ce personnage qu'on montre. Exactement. Si tu me dirais, mais comment est-ce qu'on peut détecter qu'on est en train d'agir plutôt de réagir avec les personnages, oui. Et quand est-ce qu'on est authentique, quand est-ce qu'on agit de façon spontanée, ça, authentiquement. C'est une très bonne réflexion. C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Donc, quand on est en train d'agir par les personnages qu'on croit être, par ces faux self, en fait, on est dans une position stratégique. D'accord. On peut capter, si on se pose la question, mais là devant toi, est-ce que je suis dans une stratégie ou pas? Non, je pense pas. Là, tout de suite, non. Exactement. On est à l'aise, on est en train d'entrer en relation l'un avec l'autre, en sachant que peut-être il y a des personnes qui vont nous écouter, mais on est dans une ambiance de confiance, et tu n'es pas en train de jouer un personnage avec moi, et moi je ne suis pas en train de le jouer avec toi, mais en général on a la tendance de jouer un personnage, une stratégie, et quand on entre dans une relation plus intime, ou soit professionnelle, ou soit de couple ou quoi, on utilise beaucoup de ces stratégies très subtiles qu'on ne repère pas si facilement parce qu'on est habitué à voir ce type de stratégie. On est habitué à jouer ce jeu-là. À jouer de ces stratégies pour obtenir quelque chose. Le pire, c'est qu'on joue une stratégie pour être quelqu'un, pour sentir qu'on existe, pour sentir qu'on est. Notre sensation d'être, c'est comme si on a des conditions pour être, tu vois. Je suis si. Je suis ce que je suis si. Des moments qu'il y a une condition, on est dans le faux self. Des moments qu'on a une condition pour être, on est dans le faux self. Des moments qu'on a une stratégie de face à quelqu'un, on est dans le faux self. Donc, on est authentique quand on est vraiment nous-mêmes et qu'on s'en fout des conséquences, en fait, d'être qui on est, c'est ça? Quand on n'a pas de conditions pour être, quoi. Ouais. Ces conditions pour être,
Moi, je peux évidemment avoir des stratégies, disons, des stratégies de surface pour obtenir quelque chose, quoi. Ça, c'est normal. Nous avons besoin de gagner notre vie et alors, on est poli, et on a des stratégies de politesse, on a des stratégies de conduite adéquates pour obtenir ce qu'on veut. Mais quand ces stratégies sont la condition pour être ou vont beaucoup plus loin de simplement les choses de surface, on est tout le temps dans un personnage. Oui. Par exemple, supposons quelqu'un est dans un personnage psychorigide. Mm-hmm. Il a des stratégies de conduite pour être, comme par exemple l'incapacité d'être spontané. Une personne psychorigide ne sait pas être spontanée. Mm-hmm. Elle est tout le temps en train de sentir à niveau de le stress de pouvoir être incorrect. Parce que dans le fond, son doute d'être, c'est « je suis incorrect ». Je ne suis pas ce que je devrais être. I am wrong. En anglais, ça veut dire « je ne suis pas ce que je devrais être ». Et alors, il va essayer, je suis même imparfait, je suis même mauvais ou imparfait. Et alors, je vais essayer de prouver que je suis parfait, que je suis impeccable, que je suis quelqu'un de super bien, quoi. Et ça, c'est une stratégie qui dépasse l'histoire de la politesse, par exemple. Oui. La politesse est une stratégie sociale, quoi. Mais quand je suis en train de stresser par la possibilité d'être incorrecte et imparfaite ou quelque chose comme ça, je vais faire tout pour être impeccable, correcte, ou je deviens psychorigide. Ça, c'est la stratégie que j'ai adoptée pour pouvoir être. C'est la condition pour être, que je sois impeccable. Imagine-toi quelle condition, quoi. Combien de stress. Oui, c'est les personnes très perfectionnistes, en fait, qui se mettent... Mais comme ce personnage-là, il y a toutes sortes de personnages, tu vois. Oui, il y en a plein. Plein de personnages. Alors, dans votre livre, vous parlez quand même de la faille narcissique. Ça, qu'est-ce que c'est par rapport à... Alors, on entend beaucoup de pervers narcissiques et très sincèrement, personnellement, j'en ai un peu marre d'écouter ce terme parce que j'ai l'impression que dès qu'une amie rompt avec quelqu'un ou termine une relation, l'autre est toujours un pervers narcissique. Alors, je commence à en avoir marre. Non, il n'y a pas que des pervers narcissiques dans le monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient vraiment à ce degré de perversion. Donc à chaque fois que j'entends ce mot, presque je n'écoute plus parce que voilà, ça commençait un petit peu à m'agacer. Mais vous allez beaucoup plus loin dans la finesse de la réflexion, dans tout en fait. Vous parlez de faille narcissique. Qu'est-ce que c'est que la faille narcissique ? Qui l'a, d'après vous? Un peu tout le monde, en fait. Tout le monde a une faille narcissique. Moi, ma position en tant que personne qui se dédie à accompagner les gens dans un processus d'introspection approfondie, j'utilise une méthode qui s'appelle Quantum Psychology, que j'ai étudiée avec un homme qui s'appelle Stephen Wolinski. Mais cet homme, curieusement, moi j'ai étudié beaucoup de choses, quoi. J'ai étudié par exemple la hypnose glaudienne, l'hypnose ericksonienne, j'ai étudié l'analyse transactionnelle, beaucoup de choses. Et surtout le travail psychocorporel de Wilhelm Reich. J'ai étudié avec Lowen, Pierre Racos, je suis une vieille dame de 73 ans là maintenant. Et donc j'ai étudié beaucoup de choses. Mais personne, c'était des gens vraiment extraordinaires, mais personne parlait vraiment de la faille narcissique et personne parlait de narcissique. Et donc, si on ne parle pas de narcissique, on ne parle pas non plus de codépendante, parce que le mot codépendant, ça veut dire celui qui dépend de cette type de personne-là, principalement. Et donc, la faille, c'est précisément la dissociation de soi. Et cette dissociation de ce qu'on est
c'est la faille pour tout le monde. Waouh. Donc, Mais- c'est-à-dire que tout le monde a cette faille, en fait. En fait, si tu agis qu'avec ton faux self, comme dans le cas d'une personne psychorigide, par exemple, ou d'une personne super adaptée, quoi. Moi, la suradaptation, par exemple, une personne de bonne patte, super agréable, bonne personne qui va te suivre là où tu veux. Si tu lui dis, veux-tu regarder ce film, elle va te dire oui, comme tu veux. Mais est-ce que tu préfères regarder cette autre chose? C'est comme toi, tu veux. Et une personne qui se suradapte à toi, c'est une stratégie aussi. Mhm. C'est une personne qui a de bons pas. Donc, il y a plusieurs personnages, mais chaque personnage a une faille. Et la faille, c'est la dissociation de soi-même et une forme de dévalorisation. Je dirais qu'il y a ce qui s'appelle en anglais false core. Ça veut dire un noyau mental principal Mhm. qui, à la base, c'est comment je te dirais, c'est le noyau, je ne sais pas dire Oui, mais autre c'est ça. chose. C'est le noyau oui, c'est- autour duquel Mhm. se construit toute la psychologie. Ok. Et donc, ce noyau mental, ça pourrait être, comme je disais, je suis imparfait, incorrect, je suis sans valeur. C'est terrible. Se sentir sans valeur, c'est une chose que beaucoup de monde ressent. Mais c'est très inconscient, tu vois. On ne veut pas toucher la faille. On ne veut pas savoir ce qu'on ressent dans le fond de soi. Donc, je suis incorrecte. Ou par exemple, je suis illégitime. C'est l'horreur, sentir comme illégitime, se sentir comme incapable de faire et complètement illégitime. Ou se sentir inadéquate, par exemple, c'est un autre type de faille. C'est une dissociation de soi, on se sent complètement sans place, nul, inadéquate, ou bien on se sent même non existante. Il y a beaucoup de gens qui se disent « je n'existe pas ». Vraiment, dans un processus d'auto-questionnement, d'introspection avec ce que je propose, les gens découvrent quelle est la faille, quel est le noyau mental. Ou par exemple, se sentir incomplet, banal, médiocre. Ou bien, quelqu'un me disait l'autre jour, je suis seule dans un monde hostile. et c'est vraiment une croyance terrible, parce que si bien on a... ce n'est pas comme si on est en sécurité actuellement, mais ce n'est pas comme si je suis ça. Tout ce que tu mets après le « je suis », tout ce que tu dis après... C'est une sensation d'être ça. Tu t'imagines tout ce que tu mets. Par exemple, je suis sans amour. Tu es celle qui n'a pas d'amour. Si je suis impuissante, démunie, je suis celle qui est impuissante. Mais c'est ça que je suis. Et tout le monde évite ça et alors adopte un personnage. Par exemple, si je suis Donald Trump, je suis impuissante, absolument démunie et je vais compenser avec une grande personnalité surpuissante. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais en fait, c'est son stratégie pour être. Sans ça, il tombe dans son impuissance. Et on l'a vu comment il a tombé dans son impuissance quand il n'a pas gagné la... Oui. c'est Donc, alors, ça veut dire qu'à chaque fois que l'on voit quelqu'un qui paraît très sûr de lui ou d'elle, peut-être trop, ça veut dire qu'il y a derrière une blessure, une faille narcissique que la personne ne veut pas voir? Ce n'est pas dans tous les cas, hein, mais je dirais que pour la plupart, c'est comme ça. Donc, tu vois des gens qui se présentent avec un personnage spécifique et qui ont... Ce personnage a des stratégies, des conditions pour être. Bah oui, c'est une personne qui a sa faille, que c'est une dissociation de l'être qu'il est, de son vrai self, de son vrai moi. Et alors, il va... et cette vrai moi se manifeste avec une conviction de base, un noyau mental qui s'appelle false core en anglais.
Alors juste pour qu'on puisse continuer sur de bonnes bases et avoir les bonnes définitions, c'est quoi la différence entre le pervers narcissique dont tout le monde parle et cette faille narcissique que tout le monde a finalement? Oui, en fait, on confond beaucoup. On dit qu'une personne peut avoir une personnalité narcissique, tu vois, mais ce n'est pas pour autant qu'il est un véritable narcissique dans le sens qu'il n'est pas atteint des troubles de la personnalité narcissique. La personnalité, les troubles de la personnalité narcissique, c'est une entité clinique qui comporte certains mécanismes bien spécifiques. Par exemple, les mécanismes... Donc, un vrai narcissique va te faire porter sa rage inconsciente. Et il va te la faire porter de façon détournée. Il va te faire sentir coupable de ce que tu es. Par exemple, j'ai vu un jour un narcissique. C'était la fin de l'année et ses enfants étaient là avec lui. Il n'habitait pas avec eux parce qu'ils s'étaient séparés. Les enfants étaient là avec lui et tout d'un coup, ils ont décidé de mettre un programme à la télévision. Et le narcissique s'est senti insulté. Simplement, peut-être qu'il a dit bonsoir ou bonne nuit et puis il est parti et c'était tout. Il a laissé les enfants seuls. J'étais là. Oui, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Alors, un narcissique, par exemple, a une manifestation d'absence. Tout dépend du type de narcissique, parce qu'il y a plusieurs narcissiques. Mais en général, le narcissique est un absent. Son faux self est vide. Son faux self est absent. C'est une faux self absente. Et alors, il va en plus disparaître. Et qu'est-ce que les enfants vont sentir? Les enfants vont se sentir coupables de son absence. C'est exact, il leur fait porter sa rage qui se manifeste pour une absence. Et puis, il les rend coupables de ne pas avoir fait ce qu'il voulait qu'ils fassent. Par exemple, que c'est normalement... donnez-moi mon approvisionnement narcissique, servez-moi, donnez-moi ce que je veux. Je vais être votre priorité. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que je veux que vous fassiez. Donc, je vois tout à fait le type de personnalité. Alors justement, comment on peut faire pour détecter quand on est dans une rencontre? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent sont célibataires ou en tout cas peut-être ont envie de créer quelque chose de plus durable. Comment on fait pour reconnaître une personnalité narcissique, que ce soit homme ou femme? C'est quoi les premiers signes? Le premier signe, c'est que tu te sens hyper attiré à cette personne. Ok, ça aide pas, ça. Ça, c'est compliqué, alors. C'est le premier signe, c'est que tu te sens hyper attiré. Pourquoi? Parce que c'est un séducteur. Le narcissique, en général, c'est quelqu'un qui te séduit. Il a beaucoup de ces stratégies de séduction. En fait, il ne veut pas, en principe, te faire de mal, non? Ce n'est pas vrai que les narcissiques veulent te faire de mal, qui sont des gens terribles. Non. Les narcissiques ont besoin d'amour incroyable, quoi. Comme toi, comme tout le monde. On a tous besoin de partager l'amour, de tout ça. Les faux self, qui se sentent vides, en fait. On se sent vide dans son enfer. L'enfer de faux self, c'est manque d'amour, vide de sens, vide d'amour. C'est l'enfer de notre faux self. On ne ressent pas l'amour en soi, tu vois. On ne ressent pas l'amour qui est là, quoi. On est à la quête de l'amour. On est à la quête, en tant que faux self, on est à la quête de combler cet amour qui nous manque ou de trouver un sens de notre vie ou de sentir... Mais alors, si on commence à chercher
quelqu'un à partir de cette manque, de cette vide, de ce doute de soi, de cette dévalorisation, alors on va trouver comme un magnet, on va se sentir attiré précisément à celui, à celle qui va te le prouver. Que tu n'as pas aimé ou que tu ne vaux rien ou que tu vas... Et le narcissique, il se balade avec son faux self, il n'a pas une autre chose pour se balader, il vit avec son personnage et il ne peut pas l'éviter, le pauvre, et c'est comme ça, quoi. Okay. Et donc il va déployer tout son charme, c'est comme quand tu vois cette... comment ça s'appelle l'oiseau qui déploie sa queue comme ça, merveilleuse, oui, le pan, ouais, je ne sais plus en français. Alors, oui. Un pan, je crois. Un pan, il déploie sa queue merveilleuse, tu es complètement prise, quoi. Dès le moment que tu es prise, tu dois te dire, oh, attention, on va doucement. On met ces frontières psychoaffectives. On fait tout à l'extérieur. On se connaît à l'extérieur. Maintenant, alors là, avec le confinement, c'est quand vous dites à l'extérieur, c'est vraiment à l'extérieur de la maison? C'est littéralement à l'extérieur. De la maison, d'accord. C'est surtout si tu te sens très, très attiré par quelqu'un, attention. Tu vas d'abord commencer à connaître cette personne à l'extérieur. Wow. Et tu commences à voir comment ça s'exprime, parce qu'en fait, un narcissique n'a pas de pouvoir émotionnel adulte. Il ne va pas facilement te révéler son intimité, et s'il te révèle son intimité, c'est très limite. Il va commencer à te parler des autres relations une fois que vous avez commencé une interaction, mais il ne te parle pas de comment il a participé, par exemple, à la relation, qu'est-ce qu'il a fait pour que les relations échouent. Tu vois, comment il a fait pour que ces relations se terminent. C'est toujours de la faute de l'autre, en fait. En fait, il va se positionner toujours comme s'il est quelqu'un qui a donné beaucoup. Il va te faire sentir comme s'il a donné beaucoup. Et il va te faire sentir que l'autre avait beaucoup de déficiences psychologiques ou simplement n'était pas à la hauteur de ses attentes ou quoi. Tu dois vraiment écouter un narcissique et voir s'il y a une implication émotionnelle. Parce s'il n'y a jamais d'implication émotionnelle, vraiment attention, quoi. Il ne s'implique pas. C'est comme s'il parle des choses d'une façon froide, d'une façon distante. Il n'a pas d'empathie pour ses anciens compagnes ou compagnons. Il n'y a pas d'empathie. Un narcissique, tu le reconnais précisément parce qu'il n'a pas d'empathie quand il parle des autres personnes. Pourtant, il est capable de dire qu'il en a. Pourtant, il a. Mais parce qu'il a, figure-toi, il a de l'empathie. Mais alors, c'est une empathie froide. C'est une empathie cognitive. L'empathie froide, c'est l'empathie cognitive. Il va, avec son empathie cognitive, que c'est plutôt intellectuel, c'est dans le mental, quoi. C'est un grand mental. Le narcissique est un grand mental. Même s'il est un narcissique somatique ou il adore montrer son corps, montrer ses capacités corporelles, tout ce qu'il peut faire avec le corps, il a une idée de soi-même en tant que mental. Mentalement, il se voit comme ceci ou comme cela. Mais en fait, un narcissique peut être super sympathique, très attirant, merveilleux, mais si tu commences à gratter, il est vide émotionnellement, n'a pas de pouvoir émotionnel adulte, ne ressent pas les choses, il n'a pas d'empathie psychoaffective. Par contre, à niveau cognitif, son empathie est complètement froide. Et c'est comme ça qu'il peut te connaître et te reconnaître. Il peut saisir tout de suite ta faille. Précisément. Si tu te sens seul, il va saisir ta faille. C'est par là qu'il va commencer à te manipuler, à te faire sentir qu'il va être le parfait partenaire. Si tu te sens sans valeur, il va te valoriser. Et lui-même, il va se valoriser.
il va se valoriser parce que dans la première interaction avec un narcissique, il va transférer sur toi l'aspect... le narcissique est un petit enfant, il est tout le temps régressé en âge, tu vois, il régresse en âge. Alors il va voir en toi, si c'est un homme, il va voir en toi la mère nourricière, la mère merveilleuse de sa petite enfance. Plus tard, il va faire un contre-transfert et il va transférer sur toi la mauvaise mère. Et alors, ouf, tu n'as pas de chance parce que là, tu ne vas pas t'en sortir. C'est terrible ce qu'il fait. Il projette sur toi son image idéalisée au départ. Il transfère sur toi la maman, l'aspect positif de sa mère ou son père. Mais après, il va projeter ses insuffisances, surtout. C'est très important, Des ce mécanisme. Okay. Il va projeter son insuffisance, il va projeter sa faille sur toi. Et cette projection va être terrible parce qu'il va te démolir, quoi. Il va essayer de te démolir. En fait, c'est une façon de se défendre de son propre chaos émotionnel. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir maintenir son équilibre psychologique, tu vois. Ok. Toujours dans l'aspect où comment on fait pour les reconnaître. Donc, pour récapituler, on est très attiré par eux. Pour récapituler, si tu te sens super attiré par eux ou par quelqu'un et tu crois vraiment que tu as trouvé ton âme sœur, si tu crois que tu as trouvé l'homme qui vient de la même région de l'univers, okay. Alors vraiment commence à avoir peur de toi-même. Ok. Parce que tu n'as pas la capacité de discerner si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ouais. À ce moment-là, tu as commencé à détecter une régression de l'âge en toi. Quand tu idéalises quelqu'un, tu régresses à l'âge où tu idéalisais ton père ou ta mère. Et alors, tu es en train de faire un transfert de cet parent idéalisé sur le narcissique, et le narcissique est en train de faire le même transfert chez toi. Il t'adore. Il sait ça. S'il voit que tu l'idéalises, imagine-toi, un narcissique, ce qu'il veut, c'est précisément d'être admiré, d'être reconnu, d'être admiré. Ça, c'est son besoin. Tu es en train de remplir son besoin le plus fondamental pour lui, pour exister, sa condition pour être. C'est son ravitaillement narcissique, c'est son approvisionnement narcissique. Tu es en train de remplir, de le combler. Et lui, il projette sur toi la partie la plus belle de lui-même, son image, parce que c'est qu'une image. Il est narcisse, son image est en beauté, il la projette sur toi et vous avez tombé le nez dans l'hypnose. Voilà que vous êtes hypnotisé. Et alors, on a compris, et je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur comment identifier un pervers narcissique, comment faire attention, et je vous remercie, Prabha, pour votre vision de la chose. Je la partage complètement. Je suis quand même assez étonnée sur certains points qui me parlent énormément. Mais alors, j'espère ne pas faire la question du sauveur classique, mais on a quand même envie de savoir comment est-ce qu'on peut guérir un narcissique. Est-ce que c'est possible ? Déjà, je pense que la première étape, c'est est-ce qu'un narcissique arrivera un jour à à être conscience de qui il est ? Ou est-ce que c'est impossible ? C'est-à-dire qu'un pervers narcissique sera toujours dans le déni en disant non, je suis pas... C'est parti le déni, c'est parti de ces mécanismes de défense, tu vois. Oui. Le principal, disons qu'il y a 3 mécanismes de défense qu'on est en train de mentionner sans le dire clairement. Maintenant, c'est le moment. Donc, le premier mécanisme défensif, c'est qu'il te fait porter sa rage tout en restant calme, froid, distant. Ça veut dire qu'il va
La perversion, qu'est-ce que c'est la perversion? C'est un détournement, tu vois, un détournement cognitif. Et le pervers, pourquoi on les appelle pervers? Parce qu'ils détournent une situation à leur faveur. Et ils te laissent sentir que tu es coupable ou que tu es responsable de ce qui arrive. Donc, ils te font porter les rages tout en restant calme. Ils ne ressentent pas aucun remords. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de culpabilité. Chez un narcissique, il n'y a pas de culpabilité, remords. Non, c'est toujours la faute de l'autre. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il est dans le déni de ce qui se passe. Il ne voit pas ce mécanisme de projection, par exemple. Il ne voit pas qu'il te fait porter sa rage et qu'il a projeté sur toi sa propre faille, sa propre sensation d'insuffisance ou différents types d'insuffisance qu'il a. Il ne voit pas qu'il fait ça. Il est complètement... il ne connaît même pas quelle est sa faille, quelle est son insuffisance. Il vit dans cette faux sel complètement vide, et c'est un faux sel vide, et il a plusieurs personnalités. C'est comme un homme que j'admire beaucoup, c'est précisément un narcissique qui s'appelle Sam Vaknin. Vaknin avec V de Victoire, A-K-I-N, Vaknin. Mais lui, il est conscient d'être narcissique. Et lui, c'est quelqu'un qui a devenu l'expert international à propos des troubles de la personnalité narcissique. C'est lui qui explique la meilleure façon possible divers types de narcissiques et il affirme qu'il est narcissique. Mais dis donc, quel narcissique tu aimerais avoir tous les narcissiques de la planète comme lui, quoi. Quelle générosité à cet homme, quelle capacité de sentir. Même si c'est à un niveau cognitif, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'empathie psychoaffective. Sam Vaknin, en fait, a transcendu son narcissisme, mais il ne le dit pas comme ça. Il continue à observer ces mécanismes qui se présentent. Mais sa propre femme dit, mais quelle merveille de vivre avec lui, quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est merveilleux parce qu'il a transcendu, il s'est libéré de son hypnose, en fait. Mais ça, il y en a un dans le monde, Prabha. Peut-être que s'il m'entend dire ça, il va me dire que non. Il n'est pas d'accord, mais de mon point de vue, il s'est réveillé. Ce n'est pas de se libérer une hypnose, on est hypnotisé, on ne se libère pas d'une hypnose, on se réveille de son hypnose. Il est réveillé de son hypnose, c'est un type sensationnel. Mais en général, les narcissiques sont complètement inconscients de tous leurs mécanismes. Et principalement ces trois, c'est la projection qu'il fait sur l'autre, à qui il fait porter sa rage, et tout en restant calme, cool. C'est merveilleux pour eux. Parce que... Et puis, le déni, c'est un autre mécanisme. Oui, le déni, c'est la première des choses. En général, ils se sentent pas du tout concernés. Mais pas du tout. Et les transferts, alors pourquoi les transferts, tu vois, Melanie Klein, qui c'était un grand psychanalyste, encore il n'y a pas longtemps, elle était en vie, ce n'est pas il y a longtemps, et il parlait de ce monde que le petit bébé se fait de la maman. Un bébé n'a pas une clarité de qu'est-ce que c'est une maman, quoi. Au départ, le nourrisson, il voit sa maman pratiquement comme un sang, quoi. C'est la mère nourricière. C'est le sang qui parfois est très bon et c'est un sang qui le rassure, c'est un sang rassurant et parfois cet sang devient mauvais, devient insécurisant et même persécuteur. Le narcissique régresse jusqu'à cette époque. Et alors, au départ, il te transfère le bon sang. Tu es le bon sang pour le narcissique.
Mais quand il te fait le transfert de mauvais sang, tu vas payer pour tous les problèmes non résolus avec sa maman. Donc, c'est-à-dire que si la maman, sans le vouloir, elle lui donne un sentiment de trahison, un sentiment d'abandon, de rejet. Ou l'instrumentalise, comme par exemple, Ouais. c'est, dans le livre, dans le premier chapitre, je parle d'un narcissique qui a été utilisé comme petit compagnon de substitution pour une maman qui s'avait séparée très tôt de son père. Et alors, cette mère avait certaines caractéristiques de troubles de la personnalité borderline, pas tout à fait, mais quand même, mais c'était extrêmement émotionnel, instable et tout ça. Et puis, cette mère faisait beaucoup de demandes à cet enfant d'être parfait, d'être bien dans les études, d'aller en avance, mais extrême, quoi. Et d'un autre côté, elle était terrible. Elle pleurait, elle faisait sentir comme s'il devait venir à son aide. Lui, tout petit, devait venir à son aide, cette maman qui était dans une situation émotionnelle pas possible. Et puis, il était le compagnon de substitution de sa maman jusqu'à ce qu'il ait eu un compagnon. Et là, ils ont commis beaucoup de bêtises parce que l'enfant le savait faire l'amour, faisait l'amour dans la même tente s'il allait dans la campagne, sur un tente. En fait, beaucoup de bêtises, quoi, manque de respect de cet enfant, et il est devenu complètement narcissique, quoi. Donc, un narcissique a une haine pour la maman qui l'a utilisé, mais la même chose pour le père, quoi, si c'est le cas. Mais c'est une haine inconsciente, parce que c'est inconscient. Voilà, c'est ça qui est important, parce que là, on parle de choses qui, pour nous, semblent très claires et limpides sur le tableau, mais pour le narcissique, c'est complètement inconscient. Donc pour lui ou elle, parce que je parle au masculin, mais c'est bien sûr dans les deux sens. Comment on peut faire pour faire émerger cette partie tellement cachée de l'iceberg à la conscience? La seule possibilité pour le narcissique, c'est qu'il reçoit beaucoup beaucoup de coups dans sa vie, et que tout d'un coup, il se disent, mais peut-être qu'ils c'est ont moi le raison. Problème. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi. Sinon, en général, le déni est tellement énorme parce qu'il se fait passer pour une bonne personne, quoi. Il se fait vraiment passer pour une bonne personne. Il se fait passer pour quelqu'un d'omniscient, d'omnipuissant, d'omniscient, d'extraordinaire, même comme un dieu, quoi. Il est comme un gourou, comme un guide, c'est vraiment quelqu'un qui a une image tellement énorme de lui-même qu'il se place par-dessous tout le monde. Il est supérieur à tout le monde. Il sait mieux que tout le monde. Il est quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Et moi, j'étais avec Dieu et je ne le savais même pas, quoi. Oui, je vois complètement. Est-ce que deux narcissiques peuvent s'attirer? Oui. Oui, aussi. Évidemment. Et actuellement, par exemple, il y a beaucoup de femmes avec les troubles de la personnalité borderline, les troubles de la personnalité limite, ce type de structure qui est tellement instable, tellement anéantie. C'est une personne qui a une peur terrible d'être abandonnée, qui ne peut pas se donner à une vraie relation parce qu'elle est tout le temps dans le qui-vive, le doute, etc. Mais beaucoup de femmes borderline deviennent narcissiques. Et alors, cette femme fonde des équipes avec les narcissiques. En fait, les deux troubles de personnalité, borderline et narcissique, sont des cousins. Sont très, très semblables. C'est comme si le borderline n'a pas abouti à devenir tout à fait narcissique. Mais quand il est avec le narcissique, il devient complètement narcissique. D'accord. Wow. Et alors là,
c'est la guerre, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Ok. Et je passe du tutoiement au vouvoiement parce que du coup on rentre tellement dans l'intimité que j'ai l'impression que vous connaissez tout sur tout le monde, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un narcissique? Est-ce qu'on essaie de le guérir ou est-ce qu'on se sauve? La première chose, c'est se sauver. Ouais. Mais si tu ne peux pas te sauver, tu dois passer par les étapes de la relation. Ah. Parce qu'en fait, il y a Sam Wagner a expliqué des étapes bien précises dans la relation. Ah, est-ce qu'on peut savoir alors quelles sont ces étapes? La première, c'est ce que je te disais. Oui, La première, c'est l'attirance et la suridéalisation mutuelle, c'est l'autodoprie mutuelle. C'est à ce moment-là, tous les deux sont en train de correspondre à ce qu'ils cherchaient pour se sentir, pour se valoriser, tu vois, pour se sentir. Mais dans la deuxième étape, le narcissique commence à établir des conventions. Et j'aimais le mot convention entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'une convention, c'est comme une transaction qui se fait entre deux personnes. On s'est assis, toi et moi, pour faire une transaction à propos de quelque chose. Mais le narcissique établit ses propres conventions sans prendre en considération l'autre. Il fait ses règles. Et ces règles sont ce qu'il est supérieur à toi. Oui, il part de ce principe, de toute façon. Au départ, puisqu'il est en train de te idéaliser et tout ça, il devient ton père bénévole, ton guide merveilleux, ton gourou extraordinaire. Et ça, c'est sa convention, que tu le vois comme ça et que tu l'admires, que tu lui donnes son ravitaillement narcissique pour le regard d'admiration que tu le portes. Mais après, une fois qu'il a fait le transfert de la mère mauvaise, de sa mauvaise, ou des parents, des mauvais parents sur toi, et qu'il commence à établir ces convictions sont plus rigides. Et tu dois occuper une position inférieure de toute façon dans sa vie. Et dans les transactions, il est ton père. Et il a sa propre religion. Donc, dans sa propre religion, il donne le faux self des narcissiques, il sacrifie son vrai self. Son vrai moi, son vrai self, il le sacrifie. Mais dans sa religion, tu es la Madone, la Vierge. Et alors, peut-être qu'il commence à ne pas pouvoir faire l'amour avec toi, parce que tu es la Vierge. Imagine-toi. Il projette sur toi ce fantasme de petit enfant. Tu deviens un symbole, tu es la Vierge. Il intériorise ta voix, il intériorise ta façon de parler, il commence à avoir plutôt une relation, entre guillemets, avec l'objet interne qu'il a intériorisé, plutôt qu'avec toi. D'accord. Et ça, c'est parti de son fantasme. Ça, c'est ce que Sam Wagner appelle fantasme partagé, tu vois. Donc, il commence à avoir une relation, mais pas avec toi, avec l'objet intériorisé, avec son objet mental de toi. Et bon, il commence et ses conventions, c'est que tu es là pour ces trois S. C'est sexe, service, et que tu sois la source de son ravitaillement narcissique. Ce sont trois S. Ça veut dire, en anglais, c'est self, sex, service and supply. Supply, c'est tu es la source de son ravitaillement narcissique. Ça, c'est la convention idéale. Tu es là pour le servir, pour se masturber, puisque s'il n'a pas de relation avec toi, il a en fait une relation avec la projection qu'il fait de sa propre aspect féminine. Il te transfère ça, et puis au moment de faire l'amour, il va
à intérioriser sa propre transfert et il va faire l'amour avec sa poupée intérieure, quoi. Ok. Il va faire l'amour avec sa propre image interne qu'il a de la femme que tu représentes. Mais il ne peut pas faire vraiment l'amour avec toi. C'est pour ça que beaucoup de hommes ne peuvent pas faire l'amour vraiment, ne savent pas même faire l'amour parce qu'ils ne sont pas vraiment là, quoi. Ils sont dans leur monde mental à eux, ils sont en train de se masturber avec ses propres fantasmes. Donc tu es là pour ce type de sexe, malheureusement. Ça donne pas envie, là. Là, ça donne pas envie du tout. Je pense que le fuir, c'est une très bonne chose, en fait. Et puis, service, tu es dans les services. Ouais. Tu es l'esclave, tu es la mère nourricière, tu es la personne qui va lui donner tout ce dont il a besoin. Dans sa religion, il est ton enfant. Parce qu'il est un enfant. Il est tout le temps en régression d'âge, lui. Donc, tu vois à côté de toi un homme avec un bon corps d'adulte, mais en fait, il n'a pas dépassé l'âge de 3 ans. Waouh. Prabha, ça fait 1 heure qu'on parle. J'ai envie de faire 1 heure de plus. Mais on est obligé de respecter un tout petit peu les formats. Quand est-ce que sort ton livre ? Parce que je pense, là j'ai quand même envie de faire une invitation à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Merci infiniment à tout le monde. J'espère que Prabha vous a ouvert les yeux, vous a fait prendre conscience de plein de choses, vous a apporté plein d'informations. C'est un vrai cadeau qu'elle nous fait. Ce partage est vraiment très précieux. Moi, je me sens toute chamboulée parce que j'imagine que ça vous a tous parlé à un moment donné dans nos vies. Mais merci infiniment, Prabha. Ton livre, tu vois, je passe au tutoiement, je suis désolée. Ça s'appelle La puissance hypnotique des narcissiques. Ça va sortir en février. En février 2022. Édition... Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 11 mai 2021. Donc, voilà, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Édition Sidney Laurent. Ok, super. Et Prabha, tu accompagnes des personnes, tu fais des stages de 3 jours intensifs. Je dois avouer que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de faire 3 jours de stage en 2020. Et c'est comment... Et c'est extraordinaire. Je fais un petit peu de publicité pour Prabha parce que vraiment, elle m'a apporté énormément de choses. Et c'est révélateur, transformateur, c'est plein de choses. Voilà. Et je suis très contente d'ailleurs qu'elle revienne aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de coïncidence, rien n'arrive par hasard. Merci, elle arrive Alexia, au bon moment. Merci infiniment, Prabha. Pour contacter Prabha, c'est... Il y a autoquestionnement.com, c'est ça, c'est le site internet. Prabha.fr. Prabha Calderon. De toute façon, mais le site web, c'est Prabha, Prabha, B de Bernard H.A. .fr. Ok, super. De toute façon, j'écrirai tout ça dans les commentaires et dans les descriptions. Encore merci à tous et merci Prabha pour cet merveilleux échange. Merci à toi, Alexa. Au revoir. Au revoir.